Je n'aurais jamais imaginé que ma vie puisse basculer en l'espace de quelques minutes. C'était un samedi après-midi comme les autres, ou du moins c'est ce que je croyais. Le soleil de juin inondait notre appartement parisien, et j'étais assise à notre bureau, vérifiant distraitement nos comptes en ligne pendant que mon mari, Pierre, regardait un match de football dans le salon. J'ai ouvert notre compte d'épargne, celui que nous avions soigneusement alimenté pendant des années. C'était notre sécurité, notre futur. Chaque mois, nous y versions une partie de nos salaires, rêvant d'acheter un jour une maison dans le sud de la France. Le fruit de 10 ans de travail acharné, d'heures supplémentaires et de sacrifices. Mes yeux ont parcouru l'écran, cherchant le chiffre familier. 350 000 €. C'était le montant que nous avions réussi à économiser. Mais ce chiffre n'était pas là. À sa place, un zéro solitaire me narguait. Ce n'est pas possible, ai-je murmuré, incrédule. Mes doigts ont dansé sur le clavier, actualisant frénétiquement la page. Une fois, 2 fois, 3 fois. Le zéro persistait, implacable. La panique a commencé à monter en moi, une vague froide et nauséeuse. J'ai vérifié l'historique des transactions, cherchant désespérément une explication. Et là, j'ai vu. Un seul retrait, daté de la veille. 350 000 €. Tout notre argent, parti en un clic. Pierre, ai-je crié, ma voix tremblante d'émotion. Pierre, viens voir ça tout de suite. J'ai entendu le son de la télévision s'éteindre brusquement, suivi des pas rapides de Pierre dans le couloir. Il est apparu à la porte du bureau, son visage reflétant l'inquiétude. Qu'est-ce qui se passe, Marie, a-t-il demandé, s'approchant de moi. Les mots se sont coincés dans ma gorge. Comment lui expliquer? Comment lui dire que toutes nos économies avaient disparu? Regarde, ai-je finalement réussi à articuler, pointant l'écran du doigt. Pierre s'est penché par-dessus mon épaule, ses yeux scrutant l'écran. J'ai senti son corps se raidir lorsqu'il a compris. Ce n'est pas possible, a-t-il balbutié, répétant inconsciemment mes propres mots. Il doit y avoir une erreur. J'ai déjà vérifié 3 fois, Pierre. L'argent n'est plus là. Quelqu'un a tout retiré hier. Le silence qui a suivi était assourdissant. Je pouvais presque entendre les rouages tourner dans la tête de Pierre, cherchant une explication rationnelle à cette situation irrationnelle. Peut-être que la banque a fait une erreur, a-t-il suggéré, sa voix trahissant son manque de conviction. On devrait les appeler. J'ai hoché la tête, m'accrochant à ce mince espoir. Mes mains tremblaient tellement que j'ai dû m'y reprendre à 2 fois pour composer le numéro de la banque. Les minutes qui ont suivi ont été un brouillard de questions, de vérification d'identité et d'attente interminable. Finalement, la voix du conseiller bancaire a confirmé nos pires craintes. Je suis désolé, Madame Dupont, mais le retrait a bien été effectué hier à 14h37 depuis votre agence habituelle. La personne qui l'a fait avait tous les documents nécessaires et connaissait votre code secret. Mon esprit tournait à toute vitesse. Qui aurait pu faire ça? Qui connaissait notre code? Et pourquoi? C'est impossible, ai-je insisté. Nous n'avons donné ce code à personne. Il doit y avoir une erreur. Je comprends votre désarroi, madame, mais je vous assure que de notre côté, tout semble en ordre. Le retrait a été effectué en personne, avec une pièce d'identité valide. J'ai raccroché, abasourdi. Pierre me regardait, son visage pâle et tendu. Alors, a-t-il demandé, bien qu'il ait déjà deviné la réponse à mon expression. C'est vrai, ai-je murmuré. Quelqu'un a retiré tout notre argent hier après-midi. Le silence est retombé sur nous, lourd et oppressant. 10 ans d'économie, partis en fumée. Nos rêves, nos projets, tout s'écroulait autour de nous. Pierre, ai-je dit lentement, une terrible suspicion commençant à germer dans mon esprit. Où étais-tu hier après-midi? Il a détourné le regard, évitant mes yeux. Mon cœur s'est serré. J'étais au travail, a-t-il répondu, mais sa voix manquait de conviction. Ne me mens pas, ai-je dit, ma voix tremblante de colère et de peur. Tu sais quelque chose. Je le vois dans tes yeux. Pierre a soupiré profondément, passant une main dans ses cheveux. Marie, Mais avant qu'il ne puisse finir sa phrase, mon téléphone a sonné.
C'était un numéro que je ne connaissais que trop bien. Celui de ma belle-mère, Elisabeth. J'ai décroché, mon cœur battant à tout rompre. Allô, Marie chérie. La voix enjouée d'Elisabeth résonnait à l'autre bout du fil. J'ai une merveilleuse nouvelle à vous annoncer à Pierre et toi. J'ai enfin trouvé la maison de mes rêves. C'est une magnifique propriété dans le Luberon. Vous allez l'adorer. Mon sang s'est glacé dans mes veines. Soudain, tout prenait un sens terrible. Elisabeth, ai-je dit, ma voix à peine plus qu'un murmure. Combien avez-vous payé pour cette maison? Il y a eu une pause, puis un petit rire nerveux. Oh, eh bien, c'était une opportunité incroyable. Seulement 350 000 € pour une telle propriété. C'est vraiment une affaire, vous ne trouvez pas? Le téléphone a glissé de mes mains tremblantes, tombant sur le bureau avec un bruit sourd. J'ai levé les yeux vers Pierre, qui me regardait avec un mélange de culpabilité et de peur. Tu le savais, ai-je dit, ma voix à peine audible. Tu savais ce qu'elle allait faire. Pierre a ouvert la bouche pour répondre, mais aucun son n'en est sorti. Son silence était toute la confirmation dont j'avais besoin. En l'espace d'un après-midi, ma vie avait basculé. Mon mari m'avait trahi. Ma belle-mère avait volé nos économies. Et moi, j'étais là, au milieu des ruines de la vie que je pensais avoir construite. Je me suis levée lentement, mes jambes tremblantes menaçant de céder sous moi. Sans un mot, j'ai quitté le bureau, laissant Pierre seul avec sa culpabilité. J'avais besoin d'air, besoin de réfléchir. Alors que je franchissais la porte de notre appartement, une seule pensée tournait en boucle dans mon esprit, comment allais-je récupérer ce qui m'appartenait? Le soleil commençait à décliner lorsque je suis rentrée dans notre appartement. L'air était lourd, chargé de non-dits et de tensions. Pierre était assis sur le canapé, la tête entre les mains. Il a levé les yeux à mon entrée, son visage marqué par la culpabilité et l'appréhension. Marie, a-t-il commencé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. Je suis tellement désolée. Je me suis assise en face de lui, mon corps rigide, mes émotions en ébullition. Explique-moi, ai-je dit, ma voix tremblante de colère contenue. Explique-moi comment tu as pu laisser ta mère voler toutes nos économies. Pierre a pris une profonde inspiration, comme s'il rassemblait son courage. Ça a commencé il y a quelques semaines, a-t-il commencé. Maman m'a appelé en larmes. Elle venait de finaliser son divorce avec papa et elle était désespérée. Elle disait qu'elle n'avait nulle part où aller, qu'elle allait se retrouver à la rue. J'ai serré les poings, me forçant à rester calme. Et tu n'as pas pensé à m'en parler? J'allais le faire, a-t-il répondu rapidement. Mais je savais que tu n'aimais pas beaucoup maman, et j'avais peur de ta réaction. J'ai pensé que je pouvais gérer ça tout seul. Gérer ça, ai-je répété, incrédule. En lui donnant toutes nos économies. Pierre a secoué la tête, l'air misérable. Ce n'était pas censé se passer comme ça. Maman m'a parlé de cette maison dans le Luberon. Elle disait que c'était une opportunité en or, que la valeur allait forcément augmenter. Elle m'a convaincu que c'était un investissement pour notre avenir à tous. Notre avenir? J'ai ri amèrement. Pierre, cet argent était pour notre maison, pour notre famille. Comment as-tu pu prendre une décision aussi importante sans m'en parler? Je sais, a-t-il gémi. J'ai fait une terrible erreur. Quand maman m'a demandé le code de notre compte épargne, j'ai hésité. Mais elle a insisté, disant qu'elle avait besoin de l'argent rapidement pour ne pas rater cette opportunité. Elle m'a promis que c'était temporaire, qu'elle nous rembourserait dès qu'elle aurait vendu ses bijoux et ses actions. J'ai fermé les yeux, essayant de contenir ma rage. Et tu l'as cru? Pierre, ta mère n'a jamais tenu une seule de ses promesses. Comment as-tu pu être aussi naïf? Je ne sais pas, a-t-il admis, sa voix se brisant. Je suppose que je voulais croire qu'elle avait changé, qu'elle pensait vraiment à notre bien. Un silence pesant est tombé entre nous. Je regardais cet homme que je croyais connaître, que j'aimais depuis plus de 10 ans, et je me demandais comment j'avais pu être aussi aveugle. Qu'est-ce qu'on va faire maintenant? Ai-je finalement demandé. Tout notre argent est parti, Pierre. Toutes nos économies, tous nos projets. Pierre s'est levé brusquement, commençant à faire les 100 pas dans le salon.
Je vais parler à maman, a-t-il dit avec une détermination soudaine. Je vais lui dire de nous rendre l'argent immédiatement. Elle comprendra, j'en suis sûre. J'ai secoué la tête, incrédule. Tu crois vraiment qu'elle va simplement nous rendre 350 000 € comme ça? Pierre, elle a acheté une maison avec cet argent. Elle ne peut pas simplement nous le rendre. Alors elle vendra la maison, a-t-il insisté. Elle doit comprendre qu'elle ne peut pas nous faire ça. J'ai ri sans joie. Ta mère a toujours fait ce qu'elle voulait, Pierre. Elle se fiche complètement de nous faire du mal tant qu'elle obtient ce qu'elle veut. Pierre s'est arrêté de marcher, me regardant avec des yeux suppliants. S'il te plaît, Marie. Laisse-moi essayer de réparer ça. Je sais que j'ai fait une erreur terrible, mais je te promets que je vais arranger les choses. J'ai senti les larmes me monter aux yeux. Comment puis-je te faire confiance maintenant, Pierre? Tu as pris une décision qui affecte toute notre vie sans même m'en parler. Tu as trahi ma confiance de la pire des manières. Il s'est agenouillé devant moi, prenant mes mains dans les siennes. Je sais que j'ai tout gâché, a-t-il dit doucement. Mais je t'en prie, ne laisse pas ça détruire notre mariage. Je t'aime, Marie. Je ferai n'importe quoi pour réparer ça. J'ai retiré mes mains des siennes, me levant pour m'éloigner de lui. L'amour ne suffit pas toujours, Pierre. Pas quand la confiance a été brisée de cette façon. À ce moment-là, mon téléphone a sonné à nouveau. C'était encore Elisabeth. J'ai hésité un instant avant de décrocher, mettant le haut-parleur pour que Pierre puisse entendre. Marie, chérie. La voix joyeuse d'Elisabeth a résonné dans la pièce. Je voulais juste vous remercier encore une fois, Pierre et toi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point je suis heureuse dans ma nouvelle maison. C'est vraiment le paradis ici. J'ai senti la colère monter en moi comme une vague. Elisabeth, ai-je dit, ma voix dangereusement calme. Êtes-vous au courant que l'argent que vous avez utilisé pour acheter cette maison était toutes nos économies? Il y a eu un moment de silence à l'autre bout de la ligne. Puis Elisabeth a ri nerveusement. Oh, ma chérie, ne sois pas ridicule. Pierre m'a donné cet argent. C'est un investissement pour la famille, tu comprends? Un jour, cette maison sera à vous. Un investissement? J'ai presque crié. Elisabeth, vous avez volé notre argent. Nous avions des projets pour cet argent, des rêves. Marie, la voix d'Elisabeth est devenue froide. Je te conseille de te calmer. Pierre a pris cette décision en tant que chef de famille. Si tu as un problème avec ça, tu devrais en discuter avec lui, pas avec moi. J'ai regardé Pierre, qui semblait sur le point de vomir. Pierre, ai-je dit, dis à ta mère ce que tu m'as dit. Dis-lui que c'était une erreur et qu'elle doit nous rendre l'argent. Pierre a ouvert la bouche, puis l'a refermée, l'air complètement perdu. Maman, a-t-il finalement dit d'une voix faible. Je pense qu'on a fait une erreur. Marie et moi, on avait besoin de cet argent. Oh, Pierre, l'a interrompu Elisabeth. Ne sois pas ridicule. Tu sais très bien que c'était la meilleure décision pour tout le monde. Marie finira par comprendre. J'ai senti quelque chose se briser en moi à ce moment-là. La façon dont Elisabeth parlait, comme si j'étais une enfant capricieuse qui finirait par se calmer, m'a fait réaliser à quel point elle me méprisait. Elisabeth, ai-je dit, ma voix tremblante de rage. Vous allez nous rendre cet argent, ou je vous jure que je porterai plainte pour vol. Il y a eu un autre silence, puis Elisabeth a ri doucement. Oh, ma pauvre Marie. Tu ne comprends vraiment rien, n'est-ce pas? Pierre m'a donné cet argent légalement. Il n'y a rien que tu puisses faire. Sur ces mots, elle a raccroché, me laissant tremblante de colère et de frustration. Je me suis tournée vers Pierre, qui semblait complètement abattu. Tu vois maintenant, ai-je dit. Tu vois ce qu'elle a fait? Elle nous a tout pris, et elle n'a pas l'intention de nous rendre quoi que ce soit. Pierre a hoché la tête lentement, l'air dévasté. Je suis tellement désolée, Marie. Je ne pensais pas. Je ne croyais pas qu'elle ferait ça. J'ai secoué la tête, me sentant soudain très fatiguée. Tes excuses ne suffisent pas, Pierre. Pas cette fois. Je me suis dirigée vers notre chambre, sentant le besoin urgent d'être seule. Alors que je fermais la porte derrière moi,
j'ai entendu Pierre sangloter doucement dans le salon. Allongé sur notre lit, fixant le plafond, j'ai réalisé que ma vie ne serait plus jamais la même. La confiance que j'avais en Pierre, le respect que j'avais pour notre mariage, tout avait été balayé en l'espace d'une journée. Je savais que je devais faire quelque chose. Je ne pouvais pas laisser Elisabeth s'en tirer comme ça, je ne pouvais pas laisser Pierre détruire notre avenir sans conséquence. Mais à ce moment-là, allongée dans l'obscurité grandissante de notre chambre, je me sentais plus seule et impuissante que jamais. Le lendemain matin, je me suis réveillée avec un mal de tête lancinant et un sentiment de détermination. La nuit avait été longue et agitée, ponctuée de cauchemars où je voyais notre argent s'envoler tandis qu'Elisabeth riait. Pierre avait dormi sur le canapé, respectant mon besoin d'espace. Je suis sortie de la chambre, décidée à obtenir des réponses et des solutions. Pierre était déjà debout, l'air hagard, une tasse de café à la main. « Marie, a-t-il commencé dès qu'il m'a vue, je sais que tu es en colère, et tu as raison de l'être. Mais s'il te plaît, laisse-moi essayer d'arranger les choses. » J'ai levé la main pour l'interrompre. « Non, Pierre. Ce n'est pas quelque chose que tu peux arranger tout seul. Nous allons aller voir ta mère aujourd'hui, et nous allons régler ça une bonne fois pour toutes. » Il a eu l'air surpris, puis inquiet. « Tu es sûr que c'est une bonne idée ? Maman peut être difficile quand elle se sent acculée. » « Je m'en fiche, ai-je répondu sèchement. Elle nous a volé 350 000 €. Elle ne peut pas s'attendre à ce que nous restions assis sans rien faire. Pierre a hoché la tête lentement. D'accord. Je vais l'appeler pour lui dire que nous arrivons. 2 heures plus tard, nous étions en route pour le Luberon. Le trajet s'est fait dans un silence tendu, chacun perdu dans ses pensées. Je répétais mentalement ce que je voulais dire à Elisabeth, essayant de contenir ma colère pour rester rationnelle et convaincante. Lorsque nous sommes arrivés devant la maison, j'ai dû admettre qu'elle était magnifique. Une grande bastide provençale entourée de lavandes et d'oliviers. Notre argent avait au moins servi à acheter quelque chose de beau. Elisabeth nous attendait sur le perron, un grand sourire aux lèvres comme si rien ne s'était passé. « Mes chéris », s'est-elle exclamée en nous voyant. Quelle surprise! Venez, entrez, je vais vous faire visiter. J'ai serré les dents, me forçant à rester calme. Elisabeth, ai-je dit d'une voix tendue, nous ne sommes pas là pour une visite. Nous devons parler sérieusement. Son sourire a vacillé un instant, mais elle s'est vite reprise. Bien sûr, bien sûr. Entrons, nous serons plus à l'aise pour discuter. Une fois à l'intérieur, assis dans un salon luxueusement meublé, j'ai pris une profonde inspiration avant de me lancer. Elisabeth, vous savez pourquoi nous sommes ici. Vous avez utilisé toutes nos économies pour acheter cette maison sans notre consentement. Nous voulons notre argent. Elisabeth a eu l'air offensée. Sans votre consentement? Mais voyons, Pierre était parfaitement d'accord. N'est-ce pas, mon chéri? Pierre a baissé les yeux, mal à l'aise. Maman, je ne pensais pas que tu allais utiliser tout l'argent. Je croyais que c'était juste un prêt temporaire. Oh, Pierre, a-t-elle soupiré, comme si elle parlait à un enfant. Tu savais très bien ce que tu faisais. Ne te laisse pas influencer par Marie. C'était la meilleure décision pour notre famille. J'ai senti la colère monter en moi. Votre famille? Elisabeth, cet argent était pour notre avenir, à Pierre et moi. Pour notre propre maison, pour nos futurs enfants. Comment avez-vous pu nous le prendre? Elisabeth m'a regardé avec un mélange de pitié et de condescendance. Ma chère Marie, tu ne comprends pas. Cette maison est un investissement. Dans quelques années, sa valeur aura doublé, peut-être même triplé. C'est pour votre bien que j'ai fait ça. J'ai ri sans joie. Pour notre bien? Et en attendant que la valeur augmente, comment sommes-nous censés vivre? Comment allons-nous payer notre propre logement? Vous pouvez venir vivre ici, a-t-elle répondu comme si c'était évident. Il y a largement assez de place pour nous tous. J'ai regardé Pierre, espérant qu'il dirait quelque chose, qu'il s'opposerait à cette idée absurde. Mais il est resté silencieux, évitant mon regard. C'est hors de question, ai-je dit fermement. Nous voulons notre argent, Elisabeth. Pas dans quelques années, maintenant. Son visage s'est durci.
Je crains que ce ne soit pas possible, Marie. La maison est achetée, l'argent est investi. Je ne peux pas le récupérer comme ça. Alors vendez la maison, ai-je insisté. Remboursez-nous, et gardez la différence si la valeur a augmenté. Elisabeth a secoué la tête. Tu ne comprends vraiment rien aux affaires, ma pauvre. On ne vend pas une propriété comme celle-ci après seulement quelques jours. Ce serait une perte énorme. J'ai senti que je perdais patience. Je me fiche de vos calculs, Elisabeth. Cet argent nous appartient, et nous le voulons maintenant. Elle s'est levée, son visage soudain froid. Je crois que cette conversation ne mène nulle part. Pierre, explique à ta femme comment fonctionnent les investissements immobiliers. Elle semble avoir du mal à comprendre les concepts de base. C'était la goutte d'eau qui faisait déborder le vase. Comment osez-vous me parler comme ça, ai-je crié, me levant à mon tour. Vous nous avez volés. Vous avez trahi notre confiance, et maintenant vous nous traitez comme des idiots. Marie, calme-toi, a murmuré Pierre, posant une main sur mon bras. Je me suis dégagée brusquement. Non, je ne me calmerai pas. Ta mère nous a volé notre avenir, Pierre, et tu restes là sans rien dire? Elisabeth a croisé les bras, l'air hautain. Je ne vous ai rien volé. Pierre m'a donné cet argent de son plein gré. Si tu as un problème avec ça, c'est entre toi et ton mari. J'ai regardé Pierre, le suppliant silencieusement de dire quelque chose, de prendre position. Il a ouvert la bouche, l'a refermée, puis a finalement parlé d'une voix faible. Maman, je pense que Marie a raison. Nous avons besoin de cet argent. Peut-être que nous pourrions trouver un arrangement. Elisabeth l'a interrompu d'un geste de la main. Assez, Pierre. Tu m'as fait une promesse. Tu m'as dit que je pouvais compter sur toi, que tu ne me laisserais pas tomber comme ton père l'a fait. Vas-tu maintenant revenir sur ta parole? Pierre a baissé les yeux, vaincu. J'ai réalisé avec horreur qu'Elisabeth avait utilisé sa culpabilité pour le manipuler, pour l'amener à trahir notre confiance. C'est donc ça, ai-je dit, ma voix tremblante de colère et de déception. Vous avez joué sur ses sentiments pour obtenir notre argent. Vous n'avez aucun scrupule, n'est-ce pas? Elisabeth m'a regardé froidement. Je fais ce qui est le mieux pour ma famille. Un jour, tu comprendras. Votre famille, ai-je répété, incrédule. Vous venez de détruire la nôtre, Elisabeth. Comment pouvez-vous prétendre agir pour le bien de la famille quand vous brisez celle de votre fils? Un éclair de doute est passé dans ses yeux, mais il a vite disparu. Tu exagères, Marie. Ce n'est que de l'argent. L'amour est plus important que ça, n'est-ce pas? J'ai secoué la tête, dégoûtée. L'amour sans confiance n'est rien, Elisabeth. Et vous venez de détruire cette confiance. Je me suis tournée vers Pierre, qui semblait complètement perdu. Nous partons, ai-je dit fermement. Si tu veux rester ici avec ta mère, libre à toi. Mais moi, je rentre à Paris. Pierre a hésité un instant, regardant alternativement sa mère et moi. Puis, lentement, il s'est levé pour me suivre. Alors que nous nous dirigions vers la porte, Elisabeth a appelé derrière nous. Vous faites une erreur. Cette maison est votre avenir. J'ai claqué la porte derrière nous, ignorant ses appels. Dans la voiture, le silence était assourdissant. Pierre conduisait, les yeux fixés sur la route, tandis que je regardais par la fenêtre, les larmes coulant silencieusement sur mes joues. Je savais que rien ne serait plus jamais comme avant. La confiance était brisée, notre avenir incertain. Mais une chose était claire, je ne pouvais pas laisser Elisabeth s'en tirer comme ça. Il fallait que je trouve un moyen de récupérer ce qui nous appartenait, même si cela signifiait prendre des mesures drastiques. Le trajet de retour à Paris fut long et silencieux. Pierre tentait parfois d'engager la conversation, mais je restais muette, perdue dans mes pensées. Une fois rentrée dans notre appartement, la réalité de notre situation me frappa de plein fouet. Nos rêves, nos projets, tout s'était évaporé en l'espace de quelques jours. Cette nuit-là, alors que Pierre dormait sur le canapé, je restais éveillée dans notre lit, incapable de trouver le sommeil. Les événements des derniers jours tournaient en boucle dans ma tête. La trahison de Pierre, l'arrogance d'Elisabeth, la perte de nos économies.
Tout cela me semblait irréel, comme un mauvais rêve dont je n'arrivais pas à me réveiller. Vers 3 heures du matin, une pensée s'est imposée à moi, je ne pouvais pas rester passive. Je devais agir, prendre les choses en main. Mais comment ? La voie légale semblait compromise, Elisabeth ayant apparemment tout fait dans les règles grâce à la complicité de Pierre. C'est alors qu'une idée a commencé à germer dans mon esprit. Une idée risquée, peut-être même illégale, mais qui pourrait être ma seule chance de récupérer ce qui nous appartenait. Le lendemain matin, j'ai faim d'aller travailler comme d'habitude. Mais au lieu de me rendre au bureau, j'ai pris le chemin d'un cybercafé dans un quartier éloigné de Paris. Là, sur un ordinateur anonyme, j'ai commencé mes recherches. Pendant des heures, j'ai exploré les forums obscurs d'Internet, cherchant des informations sur la façon de récupérer de l'argent volé, sur les failles juridiques, sur les moyens de pression possibles. Je savais que je m'aventurais sur un terrain dangereux, mais la colère et le désespoir me poussaient en avant. Au fil de mes recherches, un plan a commencé à prendre forme. Ce n'était pas parfait, loin de là, mais c'était un début. Je savais que je devrais agir avec une extrême prudence, car la moindre erreur pourrait tout faire échouer. Les jours suivants, j'ai continué ma double vie. Le jour, j'étais l'épouse blessée mais résignée, essayant de reconstruire une semblance de normalité avec Pierre. La nuit, je peaufinais mon plan, rassemblant des informations, établissant des contacts. Une semaine après notre confrontation avec Elisabeth, j'ai pris une décision qui allait changer le cours de ma vie. J'ai décidé de quitter temporairement mon travail, prétextant un burn-out. Cela me donnerait le temps et la liberté nécessaires pour mettre mon plan à exécution. Pierre était inquiet de ma décision, mais je l'ai rassuré en lui disant que j'avais besoin de temps pour me remettre du choc. En réalité, chaque jour qui passait creusait un peu plus le fossé entre nous. Je ne pouvais plus le regarder sans penser à sa trahison, sans me demander s'il était vraiment de mon côté. Le premier pas de mon plan consistait à rassembler des preuves. Je savais qu'Elisabeth avait dû laisser des traces de sa transaction frauduleuse. Avec l'aide d'un contact rencontré en ligne, j'ai commencé à retracer le parcours de notre argent. Parallèlement, j'ai commencé à étudier le droit. Pas de manière officielle, bien sûr, mais en dévorant des livres et des articles juridiques. Je voulais comprendre exactement quels étaient mes droits, quelles actions je pouvais entreprendre sans me mettre hors la loi. Un mois après le début de mon congé, j'ai fait une découverte qui a tout changé. En fouillant dans les vieux papiers de Pierre, j'ai trouvé un document qui prouvait qu'il avait donné une procuration à sa mère pour accéder à notre compte épargne. C'était la preuve dont j'avais besoin pour démontrer la fraude. Armé de cette information, j'ai contacté discrètement un avocat spécialisé dans les litiges financiers. Sans lui révéler tous les détails, je lui ai exposé ma situation. Sa réponse m'a donné de l'espoir. Avec les bonnes preuves, nous pourrions avoir un cas solide contre Elisabeth. Mais je savais que la voie légale serait longue et incertaine. C'est pourquoi j'ai décidé de mettre en place un plan B. Grâce à mes recherches, j'avais découvert qu'Elisabeth avait un passé trouble. Des rumeurs de fraude fiscale, d'investissements douteux. Rien de concret, mais suffisamment de zones d'ombre pour exercer une pression. J'ai commencé à rassembler ces informations, construisant petit à petit un dossier sur Elisabeth. Mon intention n'était pas de la faire chanter, mais d'avoir un moyen de pression si jamais la situation l'exigeait. Tout ce temps, je gardais mes activités secrètes. Pierre ne se doutait de rien, croyant que je passais mes journées à me reposer et à réfléchir à notre avenir. La culpabilité me rongeait parfois, mais je me rappelais constamment pourquoi je faisais tout cela. Il ne s'agissait pas seulement de l'argent, mais de justice, de dignité. 3 mois après le début de mon plan, j'étais prête à passer à l'action. J'avais rassemblé suffisamment de preuves, établi des contacts utiles, et élaboré une stratégie détaillée. Le moment était venu de confronter Elisabeth une nouvelle fois, mais cette fois-ci, j'aurais l'avantage. La veille du jour J, alors que je finalisais les derniers détails de mon plan, Pierre est entré dans la chambre. Il avait l'air inquiet, presque effrayé. « Marie, a-t-il dit doucement, il faut qu'on parle. » Mon cœur s'est serré. Avait-il découvert quelque chose ? Qui a-t-il ? ai-je demandé, essayant de paraître calme. Il s'est assis sur le bord du lit, évitant mon regard. J'ai parlé à maman aujourd'hui.
Elle propose de nous vendre la maison à un prix réduit. Elle dit que c'est sa façon de faire amende honorable. J'ai senti la colère monter en moi. Après tout ce qu'elle avait fait, Elisabeth pensait pouvoir arranger les choses avec une offre aussi insignifiante? Et tu envisages d'accepter, ai-je demandé, ma voix tremblante de rage contenue. Pierre a haussé les épaules, l'air mal à l'aise. Je pense que c'est une opportunité à considérer. Ça pourrait être un nouveau départ pour nous. J'ai secoué la tête, incrédule. Un nouveau départ? Pierre, elle nous a volés. Elle a trahi notre confiance. Et maintenant, elle pense pouvoir tout arranger en nous vendant la maison qu'elle a achetée avec notre argent? Je sais que c'est compliqué, a-t-il murmuré. Mais c'est ma mère, Marie. Je ne peux pas simplement couper les ponts avec elle. C'est à ce moment-là que j'ai réalisé que Pierre ne serait jamais vraiment de mon côté dans cette affaire. Sa loyauté envers sa mère l'emporterait toujours. Cette prise de conscience m'a brisé le cœur, mais elle a aussi renforcé ma détermination. Je comprends, ai-je dit doucement, cachant mes véritables émotions. Laisse-moi y réfléchir, d'accord? Pierre a hoché la tête, soulagé que je ne rejette pas immédiatement l'idée. Il est sorti de la chambre, me laissant seul avec mes pensées. Cette nuit-là, allongé dans l'obscurité, j'ai pris la décision la plus difficile de ma vie. Je ne pouvais plus compter sur Pierre. Si je voulais récupérer ce qui nous appartenait, je devrais le faire seul. Le lendemain matin, j'ai mis mon plan en action. J'ai quitté l'appartement tôt, laissant une note à Pierre disant que j'avais besoin de prendre l'air. En réalité, je me dirigeais vers le Luberon, prête à affronter Elisabeth une dernière fois. Dans ma sacoche, j'avais tous les documents nécessaires, les preuves de la fraude, le dossier sur le passé trouble d'Elisabeth, et un ultimatum rédigé avec l'aide de mon avocat. Cette fois-ci, je ne repartirai pas les mains vides. Alors que je conduisais vers le sud, je sentais un mélange d'appréhension et de détermination. Je savais que ce que j'allais faire changerait irrémédiablement le cours de ma vie. Mais après des mois de préparation, de doutes et de nuits blanches, j'étais prête à affronter ce qui m'attendait. Quoi qu'il arrive, je me suis promis une chose, je ne laisserai plus jamais personne me voler mon avenir. Le soleil se levait à peine lorsque j'ai garé ma voiture à quelques rues de la maison d'Elisabeth dans le Luberon. Mon cœur battait la chamade, mais mes mains étaient étonnamment stables alors que je vérifiais une dernière fois le contenu de ma sacoche. Chaque document, chaque preuve, chaque élément de mon plan avait sa place. J'avais répété ce moment des centaines de fois dans ma tête, mais rien ne pouvait vraiment me préparer à ce qui allait suivre. Avant de sortir de la voiture, j'ai pris une profonde inspiration, me remémorant les étapes de mon plan. La première phase consistait à surveiller discrètement la maison, à confirmer les habitudes d'Elisabeth. Grâce à mes recherches préalables, je savais qu'elle avait l'habitude de prendre son petit déjeuner sur la terrasse vers 9 heures. Pendant les 2 heures suivantes, j'ai observé la maison depuis un café voisin, sirotant un café que je ne goûtais même pas. À 8h55 précise, j'ai vu Elisabeth sortir sur la terrasse, vêtue d'une robe de chambre en soie, un journal à la main. C'était le moment. Je me suis approchée de la maison, mon cœur battant si fort que je craignais qu'Elisabeth ne l'entende. Arrivée devant la porte, j'ai pris une dernière inspiration profonde avant de sonner. J'ai entendu des pas à l'intérieur, puis la porte s'est ouverte. Elisabeth se tenait devant moi, son visage passant de la surprise à l'irritation en me reconnaissant. « Marie ? Que fais-tu ici » a-t-elle demandé, sa voix mêlant agacement et curiosité. « Bonjour, Elisabeth » ai-je répondu calmement. « Nous devons parler. C'est important. » Elle a hésité un instant, puis a ouvert la porte plus largement. « Entre » a-t-elle dit avec réticence. Une fois à l'intérieur, j'ai suivi Elisabeth jusqu'au salon. La maison était encore plus belle que dans mes souvenirs, chaque objet, chaque meuble me rappelant douloureusement l'argent qu'elle nous avait volé. « Alors » a commencé Elisabeth en s'asseyant, « de quoi veux-tu parler ?» Si c'est encore à propos de l'argent, je croyais que Pierre t'avait parlé de mon offre. J'ai sorti les documents de ma sacoche, les posant soigneusement sur la table basse entre nous. En effet, il m'en a parlé. Mais je ne suis pas ici pour discuter de votre offre, Elisabeth. Je suis ici pour récupérer ce qui nous appartient. Son visage s'est durci.
Je t'ai déjà expliqué que ce n'était pas possible. L'argent a été investi dans cette maison. Je ne peux pas simplement. Je l'ai interrompu en poussant vers elle le premier document. Ceci, ai-je dit calmement, est une copie de la procuration que Pierre vous a donnée pour accéder à notre compte épargne. Une procuration qui, je le souligne, ne vous autorisait pas à retirer l'intégralité de nos économies. Elisabeth a pâli légèrement, mais s'est vite reprise. Pierre m'a donné son accord. C'était un arrangement entre nous. Un arrangement qui n'incluait pas son épouse, la copropriétaire du compte, ai-je répliqué. Ce qui rend la transaction frauduleuse aux yeux de la loi. J'ai alors sorti le deuxième dossier. Et ceci, Elisabeth, c'est un dossier détaillant vos activités financières des 10 dernières années. Des investissements douteux, des soupçons de fraude fiscale. Je suis sûr que les autorités seraient très intéressées par ces informations. Cette fois, Elisabeth n'a pas pu cacher son choc. Comment as-tu obtenu ces informations, a-t-elle balbutié. Cela n'a pas d'importance, ai-je répondu fermement. Ce qui importe, c'est ce que je vais en faire. Elisabeth s'est levée brusquement, la colère remplaçant la peur sur son visage. C'est du chantage. Tu ne peux pas faire ça. Ce n'est pas du chantage, Elisabeth. C'est de la négociation. Vous nous avez volé notre avenir, et je suis ici pour le récupérer. J'ai alors sorti le dernier document, l'ultimatum préparé avec mon avocat. Voici mes conditions. Vous allez nous rendre l'intégralité de l'argent que vous avez pris. Pas dans un mois, pas dans un an, mais maintenant. De plus, vous allez signer une déclaration admettant votre fraude. Elisabeth a ri, mais c'était un rire nerveux, dénué d'humour. Et si je refuse ? Alors, ai-je dit en la regardant droit dans les yeux, je remettrai toutes ces informations aux autorités. Votre réputation, votre liberté même, seront en jeu. Un long silence a suivi. Je pouvais presque voir les rouages tourner dans l'esprit d'Elisabeth, pesant ses options. Finalement, elle s'est rassise, vaincue. Tu ne me laisses pas le choix, n'est-ce pas, a-t-elle murmuré. Vous avez fait vos choix il y a longtemps, Elisabeth. Maintenant, c'est à mon tour de faire les miens. Les heures suivantes ont été un tourbillon d'appels téléphoniques, de paperasse et de négociations tendues. Mon avocat, que j'avais prévenu à l'avance, est arrivé pour superviser la transaction. Elisabeth a contacté sa banque, organisant le transfert de fonds sous nos yeux vigilants. Vers la fin de l'après-midi, c'était fait. L'argent était de retour sur notre compte, et j'avais en ma possession une déclaration signée d'Elisabeth admettant ses actes. Alors que je m'apprêtais à partir, Elisabeth m'a retenu par le bras. « Et Pierre » a-t-elle demandé, une lueur d'inquiétude dans les yeux. « Que vas-tu lui dire ?» J'ai hésité un instant. « La vérité » ai-je finalement répondu. « Il mérite de savoir ce qui s'est passé aujourd'hui. » En quittant la maison, j'ai ressenti un mélange complexe d'émotions. Du soulagement, bien sûr, d'avoir récupéré notre argent. Mais aussi de la tristesse et de l'amertume. Cette victoire avait un goût amer, car elle marquait la fin de quelque chose. La fin de la confiance que j'avais en Pierre, la fin de l'image que j'avais de notre famille. Sur le chemin du retour vers Paris, j'ai réfléchi à ce que j'allais dire à Pierre. Comment lui expliquer ce que j'avais fait ? Comment lui faire comprendre que ses actions m'avaient poussé à agir de la sorte ? Arrivé à notre appartement, j'ai trouvé Pierre assis dans le salon, l'air inquiet. « Marie » s'est-il exclamé en me voyant. « Où étais-tu » J'étais mort d'inquiétude. Je me suis assise en face de lui, posant ma sacoche sur la table. « Pierre » ai-je commencé, ma voix tremblante malgré moi, il faut qu'on parle. J'ai fait quelque chose aujourd'hui, quelque chose qui va tout changer. Pendant l'heure suivante, je lui ai tout raconté. Mon plan secret, mes recherches, ma confrontation avec Elisabeth. J'ai vu son visage passer par toutes les émotions possibles, la surprise, la colère, la honte, la peur. Quand j'ai eu fini, un long silence s'est installé entre nous. Finalement, Pierre a parlé, sa voix à peine plus forte qu'un murmure. « Je suis désolé, Marie. Je suis tellement désolé. Je n'aurais jamais dû. » Je l'ai interrompu doucement. « Je sais, Pierre. Mais des excuses ne suffisent pas.
Pas cette fois. Qu'est-ce que ça veut dire, a-t-il demandé, la peur évidente dans sa voix. Pour nous, je veux dire. J'ai pris une profonde inspiration. Je ne sais pas, ai-je admis. Ce que je sais, c'est que la confiance a été brisée. Et je ne suis pas sûr qu'elle puisse être réparée. Pierre a baissé les yeux, des larmes silencieuses coulant sur ses joues. Je comprends, a-t-il murmuré. Que veux-tu faire maintenant? Pour l'instant, ai-je dit en me levant, j'ai besoin d'espace. J'ai besoin de temps pour réfléchir à tout ça. À ce que ça signifie pour notre avenir. Cette nuit-là, j'ai dormi dans la chambre d'amis, mon esprit tourbillonnant de pensées et d'émotions contradictoires. J'avais réussi à récupérer notre argent, mais à quel prix? Notre mariage pourrait-il survivre à cette épreuve? Alors que je fixais le plafond dans l'obscurité, une chose était claire, rien ne serait plus jamais comme avant. J'avais changé, notre relation avait changé. L'avenir que j'avais imaginé s'était évanoui, remplacé par un chemin incertain. Mais malgré la peur et l'incertitude, je ressentais aussi une étrange forme de paix. J'avais pris mon destin en main, j'avais lutté pour ce qui était juste. Quoi qu'il arrive maintenant, je savais que j'aurais la force d'y faire face. Le lendemain matin apporterait de nouveaux défis, de nouvelles décisions à prendre. Mais pour l'instant, épuisé par les événements de la journée, je me suis finalement laissé aller au sommeil, prête à affronter ce que l'avenir me réserverait. Les jours qui ont suivi ma confrontation avec Elisabeth ont été un tourbillon d'émotions et de décisions difficiles. Pierre et moi vivions comme des étrangers dans notre propre appartement, échangeant à peine plus que des politesses de circonstance. L'argent était de retour sur notre compte, mais le prix émotionnel que nous avions payé semblait presque trop élevé. Une semaine après mon retour du Luberon, j'ai pris une décision. Il était temps d'affronter la situation une bonne fois pour toutes. J'ai attendu que Pierre rentre du travail, mon cœur battant la chamade alors que je préparais mentalement ce que j'allais dire. Pierre, ai-je dit dès qu'il a franchi la porte, nous devons parler. Vraiment parler. Il a hoché la tête, l'air résigné. Nous nous sommes assis dans le salon, une tension palpable entre nous. J'ai beaucoup réfléchi cette semaine, ai-je commencé. À nous, à ce qui s'est passé, à notre avenir. Et je pense qu'il est temps que nous prenions des décisions importantes. Pierre a pris une profonde inspiration. Je sais, a-t-il dit doucement. J'y ai pensé aussi. Marie, je suis tellement désolée pour tout ce qui s'est passé. Si je pouvais revenir en arrière. Je l'ai interrompu gentiment. Mais nous ne pouvons pas revenir en arrière, Pierre. Ce qui est fait est fait. La question est, que faisons-nous maintenant? J'ai sorti une enveloppe de ma poche et l'ai posée sur la table basse entre nous. J'ai contacté un avocat et j'ai expliqué. Il a préparé des papiers pour une séparation légale. Le visage de Pierre s'est décomposé. Une séparation? Marie, je sais que j'ai fait une terrible erreur, mais est-ce vraiment nécessaire? Je ne sais pas, ai-je admis. Mais je sais que je ne peux pas continuer comme ça. La confiance a été brisée, Pierre. Pas seulement par ce que tu as fait avec l'argent, mais par la façon dont tu as choisi ta mère plutôt que moi, notre couple. Pierre a baissé les yeux, la honte évidente sur son visage. Je comprends, a-t-il murmuré. Mais n'y a-t-il vraiment aucun moyen de réparer les choses? J'ai hésité un moment. Je ne sais pas, ai-je finalement répondu. Mais je pense que nous avons besoin de temps et d'espace pour y réfléchir. C'est pourquoi je suggère cette séparation légale. Ce n'est pas un divorce, Pierre. C'est juste une pause. Nous avons passé les heures suivantes à discuter des détails pratiques de notre séparation. Qui garderait l'appartement, comment nous gérerions nos finances, ce que nous dirions à nos amis et à notre famille. C'était surréaliste, comme si je regardais ma vie se dérouler devant moi sans vraiment y participer. Le lendemain matin, j'ai emménagé dans un petit studio que j'avais loué en secret la semaine précédente. Alors que je déballais mes affaires, j'ai été frappée par la finalité de la situation. C'était vraiment en train d'arriver. Notre mariage, notre vie ensemble, tout était en suspens. Les semaines qui ont suivi ont été un mélange de libération et de douleur. D'un côté, j'étais soulagée d'avoir pris des mesures concrètes, d'avoir repris le contrôle de ma vie. De l'autre, l'absence de Pierre était comme une plaie béante dans mon cœur.
Un mois après notre séparation, j'ai reçu un appel inattendu d'Elisabeth. Ma première réaction a été de raccrocher, mais quelque chose dans sa voix m'a retenue. Marie, a-t-elle dit, sa voix tremblante d'une émotion que je ne lui connaissais pas, je sais que je suis probablement la dernière personne que tu veux entendre, mais s'il te plaît, écoute-moi. Intriguée malgré moi, j'ai accepté de la rencontrer dans un café neutre. Le jour de notre rendez-vous, j'ai été surprise de voir à quel point elle semblait avoir changé. L'Elisabeth arrogante et manipulatrice que je connaissais avait disparu, remplacée par une femme qui semblait avoir vieilli de 10 ans en quelques semaines. Marie, a-t-elle commencé dès que nous nous sommes assises, je voulais te présenter mes excuses. Pas seulement pour l'argent, mais pour tout. Pour la façon dont je t'ai traité, pour avoir manipulé Pierre, pour avoir été une source de conflit dans votre mariage. J'étais stupéfaite. Jamais je n'aurais imaginé entendre de telles paroles de la bouche d'Elisabeth. Ce que tu as fait, a-t-elle continué, m'a forcé à regarder en face qui j'étais devenue. Et je n'ai pas aimé ce que j'ai vu. J'ai passé ces dernières semaines à réfléchir, à essayer de comprendre comment j'en étais arrivée là. Elle a sorti une enveloppe de son sac. Je sais que ça ne répare pas tout le mal que j'ai fait, mais j'espère que c'est un début. J'ai ouvert l'enveloppe avec des mains tremblantes. À l'intérieur se trouvait un chèque d'un montant considérable, bien supérieur à ce qu'elle nous avait pris. Je ne comprends pas, ai-je balbutié. C'est les intérêts, a-t-elle expliqué. Plus une compensation pour tout ce que je vous ai fait subir. J'ai vendu la maison dans le Luberon et quelques autres biens. Je veux faire les choses correctement, Marie. J'étais abasourdie. Une partie de moi voulait refuser, rejeter ce geste comme trop peu, trop tard. Mais une autre partie, plus sage peut-être, a reconnu la sincérité dans les yeux d'Elisabeth. Merci, ai-je finalement dit. Mais tu sais que l'argent n'est pas le vrai problème, n'est-ce pas? Elisabeth a hoché la tête tristement. Je sais. J'ai détruit votre confiance, votre mariage. Je ne me le pardonnerai jamais. Nous avons passé les heures suivantes à parler, vraiment parler, pour la première fois. Elisabeth m'a raconté son passé, ses peurs, ses insécurités qui l'avaient poussée à agir de manière si égoïste. Ce n'était pas une excuse, mais ça m'a aidé à comprendre. En quittant le café, j'ai réalisé que quelque chose avait changé en moi. La colère et l'amertume que je portais depuis des mois semblaient s'être allégées. Je n'étais pas prête à pardonner complètement, mais je sentais que je pouvais peut-être commencer à avancer. Cette nuit-là, allongée dans mon petit studio, j'ai pris une décision. Il était temps d'avoir une vraie conversation avec Pierre. Pas sur l'argent, pas sur sa mère, mais sur nous. Sur ce que nous voulions vraiment, sur ce que signifiait notre mariage. Le lendemain matin, j'ai appelé Pierre et lui ai demandé de me rejoindre dans notre parc préféré. Quand il est arrivé, j'ai vu sur son visage le même mélange d'espoir et d'appréhension que je ressentais. Pierre, ai-je commencé alors que nous marchions le long du lac, j'ai parlé avec ta mère hier. Il s'est arrêté net, me regardant avec surprise. Vraiment? Comment ça s'est passé? Je lui ai raconté notre conversation, le chèque, les excuses. Pierre écoutait attentivement, ses yeux s'élargissant de surprise. Je ne m'attendais pas à ça, a-t-il admis quand j'ai eu fini. Maman qui s'excuse, qui admet ses torts. C'est un sacré changement. J'ai hoché la tête. Ça m'a fait réfléchir, Pierre. Sur le pardon, sur la possibilité de changer, sur nous. Il a pris ma main doucement, comme s'il avait peur que je la retire. Qu'est-ce que tu veux dire? Je pense que nous avons une décision à prendre, ai-je dit. Soit nous décidons que ce qui s'est passé est trop grave, que la confiance ne peut pas être reconstruite, et nous allons de l'avant avec le divorce. Soit, a-t-il demandé, l'espoir évident dans sa voix. Soit nous décidons de vraiment essayer. De travailler sur notre mariage, d'aller en thérapie de couple, de reconstruire cette confiance petit à petit. Pierre a serré ma main. Marie, je ferai n'importe quoi pour une seconde chance. Je sais que j'ai fait une erreur terrible, mais ces dernières semaines sans toi. Ça m'a fait réaliser à quel point tu es importante pour moi. J'ai pris une profonde inspiration. Ce ne sera pas facile, ai-je averti. Il y aura des moments difficiles, des doutes. Nous devrons être honnêtes l'un envers l'autre, complètement transparents.
Je suis prêt, a-t-il dit avec une détermination que je ne lui avais jamais vue. Je ferai tout ce qu'il faut. Nous avons passé le reste de la journée à parler, à pleurer parfois, à rire aussi. Nous avons établi des règles, des attentes, des promesses. Ce n'était pas un nouveau départ, trop de choses s'étaient passées pour ça, mais c'était peut-être le début de quelque chose de nouveau, quelque chose de plus fort. En rentrant chez moi ce soir-là, j'ai réalisé que c'était vraiment le jour du tournant. Pas seulement pour mon mariage, mais pour moi. J'avais affronté mes peurs, j'avais pris des décisions difficiles, j'avais choisi de croire en la possibilité du changement et du pardon. L'avenir était encore incertain, mais pour la première fois depuis des mois, je me sentais optimiste. Quoi qu'il arrive, je savais que j'avais la force de l'affronter. Les mois qui ont suivi notre décision de travailler sur notre mariage ont été à la fois les plus difficiles et les plus révélateurs de ma vie. Pierre et moi avons commencé une thérapie de couple, nous engageant à être complètement honnêtes l'un envers l'autre et à affronter les problèmes qui avaient conduit à notre crise. Au début, c'était extrêmement douloureux. Chaque séance semblait rouvrir de vieilles blessures, raviver des ressentiments que nous pensions avoir surmontés. Il y a eu des moments où j'ai douté de notre décision, où j'ai pensé qu'il serait plus facile de simplement abandonner et de divorcer. Mais petit à petit, quelque chose a commencé à changer. À mesure que nous parlions, que nous explorions nos peurs et nos insécurités les plus profondes, j'ai commencé à voir Pierre sous un nouveau jour. J'ai compris que sa loyauté envers sa mère, aussi mal placée qu'elle ait été, venait d'un endroit de peur et d'insécurité profonde. Il avait grandi avec une mère manipulatrice, et cela avait laissé des cicatrices que nous n'avions jamais vraiment abordées. De son côté, Pierre a dû faire face à sa propre culpabilité et à ses propres démons. Il a dû apprendre à établir des limites saines avec sa mère, à prioriser notre mariage par-dessus tout. Ce n'était pas facile pour lui, mais je voyais chaque jour les efforts qu'il faisait. Parallèlement à notre thérapie, nous avons dû décider quoi faire de l'argent qu'Elisabeth nous avait rendu. Après de longues discussions, nous avons pris une décision qui nous a surpris tous les deux, nous avons décidé de déménager. Paris, avec tous ses souvenirs et ses associations, semblait étouffant. Nous avions besoin d'un nouveau départ, d'un endroit où nous pourrions reconstruire notre vie ensemble sans l'ombre constante du passé. Après des semaines de recherche, nous avons trouvé une petite maison dans un village du sud de la France. C'était loin de tout ce que nous connaissions, mais c'était exactement ce dont nous avions besoin. Le jour de notre déménagement a été surréaliste. Alors que nous chargions le camion avec nos affaires, j'ai eu un moment de panique. Étions-nous en train de faire une énorme erreur? Abandonner nos carrières, nos amis, notre vie à Paris pour l'inconnu? Pierre a dû sentir mon hésitation, car il s'est approché de moi et m'a pris dans ses bras. « Ça va aller », a-t-il murmuré. Nous sommes ensemble dans cette aventure. Le trajet vers notre nouvelle maison a été long et silencieux, chacun perdu dans ses pensées. Mais quand nous sommes arrivés et que j'ai vu notre petite maison de pierre avec ses volets bleus et son jardin fleuri, j'ai senti quelque chose s'apaiser en moi. Les premiers mois dans notre nouvelle vie ont été un mélange d'excitation et de défi. Nous avons dû nous adapter à un rythme de vie complètement différent, apprendre à connaître nos nouveaux voisins, trouver notre place dans cette petite communauté. Pierre a trouvé un emploi dans une petite entreprise locale, tandis que j'ai décidé de me lancer dans l'écriture, un rêve que j'avais toujours repoussé. Nos journées étaient remplies de nouvelles expériences, de conversations profondes, et petit à petit, nous avons commencé à reconstruire notre relation sur des bases plus solides. Un soir, alors que nous étions assis sur notre terrasse, regardant le soleil se coucher sur les collines environnantes, Pierre m'a pris la main. « Marie, a-t-il dit doucement, je sais que ces derniers mois ont été difficiles, mais je voulais te dire à quel point je suis reconnaissant. Reconnaissant que tu m'aies donné une seconde chance, reconnaissant pour cette nouvelle vie que nous construisons ensemble. » J'ai serré sa main, sentant les larmes me monter aux yeux. « Je suis reconnaissante aussi, Pierre. Pour ta patience, pour tes efforts. Je sais que ça n'a pas été facile. » Il a hoché la tête. « Non, ça ne l'a pas été. Mais chaque jour, je me réveille en sachant que je suis exactement là où je dois être, avec la personne avec qui je dois être. » C'est à ce moment-là que j'ai réalisé à quel point nous avions grandi, à quel point nous avions changé. Le Pierre d'avant n'aurait jamais été capable d'exprimer ses sentiments de cette façon. Et moi,
j'aurais probablement été trop méfiante pour vraiment l'entendre. Les mois sont devenus des années, et notre vie dans ce petit village est devenue notre nouvelle normalité. Nous avons eu nos hauts et nos bas, bien sûr. Il y a eu des moments de doute, des disputes, des désaccords. Mais chaque fois, nous sommes revenus à la promesse que nous nous étions faite, d'être honnêtes, de communiquer, de nous battre pour notre relation. Elisabeth est venue nous rendre visite une fois, environ 2 ans après notre déménagement. C'était une visite tendue, pleine de non-dits et de vieilles blessures pas tout à fait guéries. Mais c'était aussi un pas vers la guérison. Voir Elisabeth dans notre nouvelle vie, voir comment Pierre et moi avions grandi ensemble, a semblé lui faire réaliser l'ampleur de ce qu'elle avait failli détruire. Après son départ, Pierre et moi avons eu une longue conversation sur le pardon, sur la famille, sur ce que signifiait vraiment aller de l'avant. Ce n'était pas une conversation facile, mais elle était nécessaire. 5 ans après notre déménagement, alors que je terminais mon premier roman, inspiré en partie par notre histoire, j'ai réalisé à quel point notre vie avait changé. Non seulement extérieurement, notre maison, notre travail, notre environnement, mais aussi intérieurement. J'étais plus forte, plus sûre de moi. J'avais appris à faire confiance à nouveau, non seulement à Pierre, mais aussi à moi-même. J'avais découvert une résilience que je ne soupçonnais pas avoir. Pierre, de son côté, avait appris à s'affirmer, à établir des limites saines, à être vraiment présent dans notre relation. Il était devenu le partenaire que j'avais toujours espéré qu'il serait. Un soir, alors que nous célébrions la publication de mon livre, Pierre m'a surprise avec une petite boîte. À l'intérieur se trouvait une belle bague. « Ce n'est pas une demande en mariage », a-t-il dit en voyant mon expression surprise. « Nous sommes déjà mariés. C'est une promesse. Une promesse de continuer à grandir ensemble, de continuer à choisir notre amour chaque jour, quoi qu'il arrive. » Les larmes aux yeux, j'ai mis la bague à mon doigt. Elle brillait à côté de mon alliance, un symbole de notre nouveau départ, de notre amour renouvelé. Cette nuit-là, allongée dans notre lit, écoutant le chant des cigales à travers la fenêtre ouverte, j'ai réfléchi à notre parcours. De la trahison à la guérison, de la méfiance à la confiance renouvelée, de Paris à ce petit village du Sud. Je me suis rendu compte que ce qui avait commencé comme le pire moment de ma vie, la découverte du vol de nos économies, s'était transformé en catalyseur pour le plus grand changement positif que nous ayons jamais connu. Ce n'était pas le chemin que j'aurais choisi. Ce n'était certainement pas facile. Mais en regardant en arrière, je ne pouvais m'empêcher de ressentir une profonde gratitude. Gratitude pour les leçons apprises, pour la force découverte, pour l'amour approfondi. Notre histoire n'était pas parfaite. Elle était compliquée, douloureuse par moments. Mais c'était la nôtre. Et alors que je fermais les yeux cette nuit-là, la main de Pierre dans la mienne, je savais que je ne l'échangerais pour rien au monde. Car c'était à travers ces épreuves que nous avions trouvé notre vraie force, notre vrai amour. Et c'était le début le plus inattendu et le plus beau que nous aurions pu imaginer.